Rome, 47 après Jésus-Christ. Deux femmes de l'aristocratie défraient la chronique. L'une s'appelle Messaline, l'autre Agrippine la Jeune. Membres de la famille impériale, ambitieuses, elles veulent le pouvoir dans un monde qui le leur refuse. Elles vont marquer leur temps pour avoir voulu gouverner à la place d'un mari ou d'un fils. Les chroniqueurs les décrivent comme des folles, nymphomanes et criminelles. Comme souvent avec les grands personnages de l'histoire antique, ce n'est pas simple de faire le tri entre légende et réalité. Alors, presque 2000 ans après les faits, que sait-on vraiment d'Agrippine et Messaline ? Ce que l'on sait d'abord de cette histoire, c'est qu'elle se passe dans la Rome antique. Alors aujourd'hui, il n'en reste que des ruines, mais voici 2000 ans, c'est la capitale du monde. Messaline et Agrippine sont des héritières de l'homme qui a fondé la dynastie impériale Auguste, le premier empereur. Chacune a donné naissance à un prétendant au trône. Messaline avec Britannicus, Agrippine avec Néron. Qui va régner ? Au départ, Agrippine semble la mieux placée pour l'emporter. Elle est l'arrière-petite-fille d'Auguste, tandis que Messaline, elle, n'est que l'arrière-petite-fille d'Octavie, la sœur d'Auguste. Autrement dit, l'ascendance de son fils Néron est un chouïa plus prestigieuse que celle du fils de Messaline, Britannicus. Sauf que le destin en décide d'abord autrement. Selon les récits de l'époque, écrits des décennies après les faits, la vie n'est pas tendre avec Agrippine. Son père a été assassiné et sa mère torturée. Son frère, Caligula, aurait entretenu avec elle des rapports incestueux. En l'an 28 après Jésus-Christ, Agrippine a 15 ans, l'âge d'être mariée. Sa famille l'unit à un certain Aénobarbus. Lui, c'est une brute. Elle n'a évidemment pas choisi son époux, car nous sommes chez les aristocrates romains où les mariages sont arrangés. Aénobarbus lui fait un fils, le futur Néron. En l'an 37, Caligula, le frère d'Agrippine, devient empereur. Du coup, la jeune femme se rapproche du pouvoir suprême. Au palais, elle commence à tisser son réseau d'amitié politique. Caligula la soupçonne, non sans raison, de comploter contre lui. Agrippine, tombée en disgrâce, se retrouve séparée de son fils Néron et exilée sur une île au large de Rome. En l'an 41, coup de théâtre. Caligula est assassiné avec sa femme et leur enfant par sa garde rapprochée, les prétoriens. Faute d'héritier direct, il est remplacé par son oncle Claude, un aristocrate romain né en Gaule à Lugdunum, l'actuelle ville de Lyon. Celui-ci a été choisi un peu contre son gré par les prétoriens pour devenir le nouveau César. Or, Claude est marié à Messaline. De son enfance à elle, on ne connaît rien, ou presque. À peine sait-on qu'elle descend, comme Agrippine, de la famille impériale. Elle a une quinzaine d'années quand son époux, Claude, devient empereur. Elle accouche la même année du petit Britannicus. Et elle va très vite prendre goût au pouvoir. Désormais, son fils est l'héritier légitime du trône. Alors, c'est vrai que Claude n'est pas de toute première fraîcheur. Il a 35 ans de plus que Messaline et il est très timide. C'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait d'un empereur. Mais qu'importe pour Messaline. Avec Claude, ils incarnent la puissance de l'Empire romain. Ensemble, ils règnent sur un État de 54 millions d'habitants, un empire bâti à la force du glaive de la Gaule à la Palestine et du Rhin au Sahara. Entre-temps, Agrippine, elle, est devenue veuve. Elle est rappelée d'exil par son oncle, l'empereur Claude. La voici de retour à Rome, où elle retrouve son fils Néron. Elle renoue avec son réseau d'influence et se remarie avec un homme politique richissime qui meurt peu après. Nous sommes en l'an 47. Désormais, Agrippine a les moyens de réfléchir à son avenir. Car son désir le plus cher, selon les très médisants historiens romains, c'est d'accéder au pouvoir suprême. Plus jamais elle ne sera une paria, une exilée. Elle se rapproche de Pallas, l'un des principaux conseillers de Claude. Mais dans mon cas, la passion et l'ambition se combinent merveilleusement. Ce calcul habile la rapproche de l'empereur. Agrippine croise maintenant régulièrement Messaline dans les couloirs du palais. Son retour suscite la méfiance de l'impératrice. À juste titre, car Néron, le fils d'Agrippine, pourrait un jour prétendre au trône dont doit hériter Britannicus. Alors Messaline tente d'écarter cette rivale en faisant courir sur elle les pires rumeurs. Mais Agrippine est une fine tacticienne. Elle encaisse les coups et évite l'affrontement public en restant dans l'ombre. Pour l'instant, l'impératrice est en position de force. Quand elle conseille l'empereur sur les décisions qu'il doit prendre, celui-ci l'écoute, même s'il s'agit de politique.
Je t'ai demandé de me laisser réviser la liste des sénateurs, avec ceux qu'il fallait chasser et ceux qu'il fallait conserver. Est-ce que j'ai été efficace? Ça m'a surpris de constater le nombre de petits détails que tu connaissais à propos d'eux. Évidemment, les sources antiques ne se privent pas d'accuser la première dame de manipuler son mari. Messaline, on l'a dit, adore le pouvoir. Elle en veut toujours plus. Ce n'est pas chose facile à accepter pour les Romains, une bande de machos dont la langue, le latin, a donné le mot patriarcat. Pour tisser son réseau, Messaline doit user de stratagèmes. Ses atouts, sa fortune, son intelligence et son charisme. Les chroniqueurs, qui plus tard écriront l'histoire de Messaline, décrivent dans le détail la façon dont l'impératrice mène sa politique. À les en croire, celle-ci achète le soutien des hommes puissants, les chevaliers, les sénateurs. Ceux qu'elle ne parvient pas à corrompre, elle les compromet en les séduisant. Et pas question de lui résister, l'impératrice ne le supporte pas. Les récalcitrants sont éliminés sans pitié. Mais qu'ils soient avérés ou imaginaires, les prétendus excès de Messaline finissent par inquiéter l'élite romaine, notamment les conseillers de Claude qui considèrent désormais que l'impératrice fait du tort au pouvoir impérial. C'est ignoble, j'ai quelque mal à le croire. Je ne voulais pas prêter attention aux rumeurs qui circulaient, mais cette fois, je suis révolté. Il faut absolument faire quelque chose. Et voilà que les sentiments s'en mêlent. En l'an 48, Messaline, qui a une vingtaine d'années, tombe éperdument amoureuse d'un consul, Silius. Ensemble, ils décident de risquer le tout pour le tout. Avec l'aide d'une partie du Sénat, mécontent de la politique menée par Claude, ils espèrent provoquer un coup d'État en leur faveur. Et si nous nous marions? Que se passera-t-il? Nous avons des amis puissants. Ils partagent nos dangers et s'efforceront de nous apporter la paix. Alors que Claude est parti en voyage, Messaline demande le divorce et dans la même journée se remarie avec Silius. Elle entend ainsi démontrer la faiblesse de l'empereur pour mieux le renverser. Mais les affranchis éventent le complot, préviennent Claude et Messaline tombe. Elle est sauvagement assassinée, sans doute sur l'ordre de Pallas, qui, prudent, ne lui laisse pas le temps de parler avec son mari. Sa mort redistribue les cartes du pouvoir. En digne héritière des Césars, Agrippine passe aussitôt à l'action. À peine un an plus tard, en 49, elle se remarie avec l'empereur Claude, avec l'ex de sa rivale parfaitement, qui par ailleurs est aussi son oncle. Grâce à l'appui de Pallas, elle est parvenue à le séduire. Cela n'a pas été trop difficile. Agrippine est riche, elle dispose d'un réseau d'amis puissants. Aussi, l'empereur estime qu'elle peut l'aider à conforter son propre pouvoir. J'ai besoin d'une femme de tête. Alors, ça te plaît toujours? Absolument. Mais je ne serai jamais une potiche, je tiens à te le dire. Si tu m'offres le pouvoir, je l'utiliserai. La jeune femme, elle, a un objectif, pousser Néron sur le trône impérial. D'abord parce que c'est son fils et qu'elle pense qu'elle pourra exercer le pouvoir à travers lui. Ensuite, parce que Néron descend en droite ligne du premier empereur Auguste et qu'Agrippine estime qu'il est le seul capable de reprendre le flambeau de la dynastie. Oui, mais il y a un obstacle. Le jeune Britannicus, le fils de Messaline et Claude. Agrippine va donc s'efforcer de fragiliser cet héritier officiel pour permettre à Néron de prendre sa place. La nouvelle impératrice ne s'embarrasse pas de scrupules. Comme à l'époque de Messaline, ceux qui la gênent ou s'opposent à elle sont impitoyablement exilés ou assassinés. Son influence grandissante sur Claude le lui permet. Agrippine s'arrange aussi pour favoriser l'éducation de Néron, qui a pour précepteur Sénèque, philosophe, homme d'État, un grand esprit de son époque. Pendant ce temps, Britannicus doit se contenter de mauvais professeurs. Trop jeune pour se défendre, il est lentement mais sûrement mis à l'écart. Agrippine convainc Claude d'adopter Néron, étape indispensable pour qu'il dépasse Britannicus dans la course au trône. Enfin, en 54, l'empereur meurt subitement à la suite d'un festin auquel participait Agrippine. Celle-ci aurait fait empoisonner son plat favori, des champignons. Néron est aussitôt proclamé empereur par les prétoriens. L'année suivante, c'est au tour de Britannicus de périr lors d'un banquet chez Néron. Cette fois-ci, la victoire d'Agrippine est totale. Plus personne n'est en mesure de défier son fils. Tout ce dont j'ai pu rêver va enfin pouvoir se réaliser. 59. 5 ans après être devenu empereur, Néron n'en peut déjà plus. Sa mère, qui l'a si habilement placé à la tête de l'Empire, exerce en réalité tout le pouvoir. Je t'en prie, tais-toi. Comment veux-tu que je te réponde si tu ne te tais pas? Pour Néron, qui vit depuis toujours dans l'ombre d'Agrippine, c'est devenu insupportable. Arrive l'inconcevable. L'empereur ordonne l'assassinat de sa mère.
Il tente d'abord de camoufler son meurtre en naufrage, mais Agrippine survit à cette première tentative, si bien que Néron doit envoyer des hommes de main pour la poignarder. Quelques années plus tard, Néron est à son tour victime d'intrigues politiques et se suicide. Cela met un terme à l'orgueilleuse dynastie créée un siècle plus tôt par Auguste. Messaline et Agrippine voulaient imprimer leur marque sur la grande histoire et elles y sont parvenues. Mais le souvenir qu'elles ont laissé est pour le moins ambigu. Après leur mort, toutes deux ont fait l'objet d'une damnatio memoriae, d'un bannissement des mémoires. Cette sale réputation s'est transmise jusqu'à l'époque moderne. Ainsi, le mot Messaline, devenu un nom commun, désigne-t-il encore aujourd'hui dans les langues latines une femme aux mœurs dissolues. Une chose est sûre, ceux qui ont raconté leur histoire tels Suétone ou Tacite furent pour beaucoup des sénateurs, autrement dit des ennemis politiques de la première dynastie impériale. Des hommes qui plus est misogynes. Pas étonnant qu'ils aient dressé un tableau aussi épouvantable de Messaline et Agrippine. On leur reproche d'avoir commandité des meurtres, leur goût pour le pouvoir, mais tout compte fait, ces deux femmes au tempérament bien trempé n'avaient-elles pas le même comportement que la plupart des empereurs ? Finalement, si elles sont coupables, c'est d'avoir usurpé un pouvoir dévolu aux hommes. Et c'est ainsi que 20 siècles plus tard, la malédiction d'Agrippine et Messaline court toujours.